Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo pour des exercices du module onde, la série numéro 2. Alors aujourd'hui on va continuer la résolution de l'exercice numéro 1. Alors on a fait les 4 premières questions, 1, 2, 3, 4. Alors aujourd'hui on va entamer la résolution, la réponse à la question 5. Voilà, on vous dit: utilisez les conditions aux limites pour trouver les modes propres de vibration d'une corde aux extrémités fixes. Alors la corde elle est de masse 100 grammes, de longueur L 1 mètre et soumise à une tension T0 égale à 50 newtons ainsi que les pulsations d'oscillation correspondantes. Voilà, bien sûr on va aussi tracer les 3 premiers modes de vibration de la corde et écrire l'équation générale du mouvement de la corde. Voilà. On va vers la 13. Voilà. Alors pour la question 5, on utilise les conditions aux limites d'une corde fixe dont les extrémités sont fixes, c'est-à-dire que pour une corde de longueur L, le déplacement en x égale à 0 est tout le temps égal à 0, c'est-à-dire quel que soit t, et aussi le déplacement en y en L, x égale à L, quel que soit t égale à 0. Ce sont là les conditions aux limites dans l'espace. Alors on va appliquer ces deux conditions aux limites à la solution qui correspond à un milieu fermé, c'est-à-dire une onde stationnaire. Voilà. Pourquoi? Parce que le milieu est fermé. C'est pour ça qu'on aura un système d'onde stationnaire. Et de ce fait, on va choisir la solution qui correspond à une onde stationnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de propagation. Alors, y de x de t égale à a cosinus kx plus phi plus fois cosinus oméga t plus psi. Voilà. Alors en remplaçant x par 0 dans la solution ci-dessus, on obtient, voilà, je remplace x par 0, j'aurai a cosinus k fois 0 plus phi cosinus oméga t plus psi égale à, bien sûr, k fois 0 égale à 0, a cosinus phi cosinus oméga t plus psi égale à 0, quel que soit t. Alors, je peux ici choisir un temps qui n'annule pas cosinus, puisque j'ai la liberté de choisir n'importe quelle valeur de t. Et bien, je peux choisir t pour que cosinus ne soit pas nul. Bien sûr, le a ne doit pas être nul, sinon on n'aura pas de mouvement. Et bien, il nous reste juste cosinus phi qui doit être nul. Voilà. Et bien, pour que cosinus phi soit nul, il faut que phi soit égal à, bien sûr, pi sur 2, au moins pi sur 2, 3 pi sur 2, ainsi de suite. Mais j'ai choisi moins pi sur 2. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ce choix-là. Voilà. Alors, d'autre part, en remplaçant x par L dans la solution ci-dessus, on obtient, bien sûr ici, j'ai remplacé phi par moins pi sur 2 et je remplace x par L. Voilà. Pour n'importe quelle valeur de t, eh bien, je dois avoir le déplacement en x égale à L de la corde qui doit être égal à 0. Eh bien, cosinus KL moins pi sur 2 égale à A sinus KL. Eh bien, vous voyez pourquoi j'ai choisi moins pi sur 2. Si j'avais choisi pi sur 2, eh bien, j'aurais moins sinus KL. Voilà, on va trimballer un signe moins avec nous. Mais juste pour avoir une forme plus agréable, eh bien, j'ai choisi moins pi sur 2. Voilà. Alors, bien sûr, comme je viens de le faire pour x égale à 0, je dois le faire pour x égale à L, c'est-à-dire je peux choisir un temps qui n'annule pas cosinus oméga t plus psi. Maintenant, a ne doit pas être nul, sinon on n'aura pas de mouvement. Et bien, il nous reste que sinus kl égale à 0. Alors, pour que sinus kl soit égal à 0, il faut que kl soit égal à n pi
avec n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, jusqu'à plus ou moins l'infini. Voilà, ce sont là les valeurs qui annulent le sinus. Alors les valeurs du nombre d'ondes sont Kn, puisque le K est égal à cette expression-là, NP, je vais doter le N d'un indice petit n, voilà, pour signifier que Kn peut prendre des valeurs infinies mais discrètes. Alors la remarque ici, la corde étant limitée dans l'espace, le nombre d'ondes K ne peut prendre que des valeurs discrètes mais infinies. Voilà pourquoi je m'explique, c'est-à-dire que c'est là la fonction ou la solution de l'équation dérivée partielle pour une onde stationnaire, mais vous voyez ici que K, il n'y a aucune indication pour les valeurs de K et oméga. Bien sûr, il y a une relation oméga et K, mais ici, il n'y a aucune indication, aucune restriction pour les valeurs de K. C'est-à-dire, je peux prendre n'importe quelle valeur de K, bien sûr, oméga, je vais la tirer de K, et c'est une solution. Mais puisque on a appliqué des conditions aux limites à ce système, c'est-à-dire un milieu fermé, eh bien, cela fait que K ne peut prendre que des valeurs discrètes, c'est-à-dire il ne peut pas prendre des valeurs 0,1,3, 2, non, il ne peut prendre que des valeurs discrètes avec n, les valeurs permises, mais infinies, c'est-à-dire il y a une infinité de solutions, mais ce sont des solutions dénombrables, c'est-à-dire on peut les étiqueter par un indice n. Alors la corde continue à un nombre infini de modes de vibration. Voilà, ce sont là ce qu'on appelle les modes de vibration, c'est-à-dire les solutions de l'équation. Voilà, les solutions de l'équation aux dérivées partielles, on les appelle modes de vibration de la corde. Solution de l'équation de mouvement, chacun correspondant à une valeur Kn, c'est-à-dire chaque solution, chaque mode de vibration correspond à une valeur de Kn. Maintenant, n égale à 0 correspond au cas d'une corde continue à l'équilibre. Les valeurs négatives de n donnent les mêmes résultats que celles positives. C'est-à-dire que dorénavant, on va prendre juste n égale à 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Voilà, ce sont là les solutions physiques qui nous intéressent. Alors pour cela, on va énumérer les solutions, c'est-à-dire on va donner ce qu'on appelle les modes propres d'oscillation de la corde. Alors, on a déjà vu ce concept de mode de vibration pour les systèmes discrets, c'est-à-dire des masses, et on a vu que, par exemple, pour une masse, pour 3 masses, par exemple, 3 degrés de liberté, on a 3 modes de vibration. Maintenant, pour la corde, eh bien, la corde, c'est un milieu continu, c'est-à-dire il a une infinité de masses, c'est-à-dire il a une infinité de degrés de liberté, et par conséquent, il aura un nombre infini de modes. Le mode de vibration, c'est quoi? C'est une manière d'oscillation d'une corde libre. C'est-à-dire, il n'y a pas de force de frottement ni force extérieure. C'est juste là une corde libre, et on va trouver ces modes de vibration, c'est-à-dire les différentes manières pour les particules d'osciller. Voilà, librement. Alors, on va prendre le mode 1, c'est-à-dire la première solution, et bien c'est n, on va commencer par n égale à 1. On va commencer par n égale à 1, c'est la première solution qui correspond au premier mode qu'on appelle mode fondamental. Eh bien, K1 égale à pi sur L, voilà, j'ai remplacé n par 1. Bien sûr, lambda 1, on peut trouver une longueur d'onde qui correspond à ce nombre d'ondes, c'est 2pi sur K1 égale à 2L. Alors, c'est la solution, bien sûr, à A1, ça correspond au premier mode. J'ai donné même un indice ici pour signifier que c'est le déplacement de la corde dans le mode 1, c'est-à-dire la première solution. K1 et oméga 1, bien sûr, ça a aussi
avec une pulsation oméga 1 et psi 1 c'est une phase. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que on a les masses ou les particules de la corde qui, voilà, dans une position X, a une amplitude d'oscillation de haut en bas, vers le bas, voilà, A sinus pi sur Lx. Voilà, c'est une propriété d'une onde stationnaire, c'est que chaque particule sur la corde a une amplitude qui dépend de sa position sur la corde. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez ici que bien déjà il y a vérification des conditions aux limites, c'est que en x égale à 0 le déplacement est nul et en x égale à L le déplacement est nul. Entre x égale à 0 et x égale à L, les amplitudes des particules de la corde changent en fonction de leur position sur la corde. Bien sûr, toutes les particules vont aussi à la même pulsation oméga 1 égale à racine carrée de T0 sur mu fois K1. Je remplace K1 par pi sur L. Voilà. Et rappelez-vous, racine carrée de T0 sur mu, ça représente une vitesse de propagation d'une onde progressive. Alors il faut faire attention, ici dans une onde stationnaire, il n'y a pas phénomène de propagation, il y a juste des particules qui oscillent de haut en bas. Mais on peut voir la chose comme si on avait deux ondes progressives, une se déplaçant dans ce sens et une se déplaçant dans ce sens. Maintenant, la superposition de ces deux ondes progressives qui ont effectivement une vitesse de propagation vont donner un phénomène d'onde stationnaire. Voilà, on peut voir la chose comme ça. Mais pour une onde stationnaire, il n'y a pas de phénomène de propagation. Maintenant, comment avoir cette forme-là? Eh bien, il faut juste tracer cette forme A1 sinus pi sur L x, mais puisque sinus ça s'étend de moins l'infini à plus l'infini, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste la partie qui s'étend entre x égale à 0 et x égale à L. Maintenant sinus pi sur Lx a pour période 2L. Comment? C'est que chaque fonction sinusoïdale périodique, on peut l'écrire sous cette forme. La forme générale, c'est sinus 2pi sur la période fois x. Maintenant, je multiplie par 2 ici, je divise par 2, j'aurai 2pi sur 2L, c'est-à-dire la période de cette fonction est 2L. Mais puisque dans notre cas, la corde s'étend juste de x égale à 0 et x égale à L, et bien la partie de x égale à L à x égale à 2L ne m'intéresse pas. J'aurai juste cette forme de sinus entre x égale à L et x égale à 0, pardon, et x égale à L. J'aurai cette forme-là. Et bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans le mode fondamental d'une corde, dont les extrémités sont fixes, les deux extrémités sont fixes, et bien les particules vont osciller en phase. C'est pour ça que j'ai mis ces flèches dans le même sens. Avec la même pulsation oméga 1 égale à racine carrée de T0 sur mu pi sur L, c'est la relation de dispersion, avec un maximum d'amplitude pour la particule qui se situe en x égale à L sur 2. Bien sûr ici, puisque le mouvement est rapide, et bien vous allez voir apparaître ce qu'on appelle un fuseau. Vous allez dans la pratique, dans un laboratoire, et bien vous n'allez pas voir la corde qui va se déplacer vers le haut, va se déplacer vers le bas, mais puisque c'est rapide, et bien vous allez voir quelque chose comme ça, un fuseau, voilà, ce qu'on appelle un fuseau avec une amplitude maximale en x égale à L sur 2. Bien sûr, les particules de ce côté-là et de ce côté-là ne peuvent pas atteindre cette valeur de A1. Ils vont avoir une amplitude qui dépend de leur position, c'est-à-dire vous remplacez pour la particule ici, vous remplacez x par sa valeur ici et vous trouvez là l'amplitude, c'est-à-dire le déplacement maximal que peut atteindre une particule ici par exemple. Voilà.
C'est ce qu'on appelle le mode 1 ou le mode fondamental de la corde dont les extrémités sont fixes. Voilà. Et bien, puisque oméga 1 c'est la relation de dispersion, je remplace racine v phi par racine carrée t0 sur mu. Je remplace k1 par pi sur L pour la solution, la première solution. Bien sûr, t0 c'est 50 newtons. Mu égale à 0,1. Pourquoi? Parce que on a dans l'énoncé la masse elle est égale à 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg, et la longueur égale à 1. Alors 0,1 divisé par 1, ça donne 0,1 kg par mètre. Maintenant, je remplace L par 1 mètre, pi sur 1, et j'aurai 70,25 radians par seconde. C'est la pulsation du fondamental, c'est-à-dire la pulsation avec laquelle les particules de la corde vont osciller dans ce mode-là. Voilà. Bien sûr, avec des amplitudes, l'amplitude des particules, et un maximum en x égale à L sur 2. Voilà, comme je viens de vous le montrer ici. Pour le deuxième mode, c'est-à-dire la deuxième solution de cette équation, voilà, la deuxième solution de cette équation, K2, c'est, je vais prendre n égale à 2, et je remplace n par 2, ça va donner K2 égale à 2pi sur L. Ça correspond au deuxième mode, c'est-à-dire la deuxième solution. Bien sûr, lambda 2, 2pi sur K2 égale à L. Le déplacement de la corde dans le mode 2 est donné par, voilà, je dote le Y par un indice 2 pour dire que ça correspond au mode 2. C'est la deuxième solution. Bien sûr, A2, sinus K2, X, cosinus oméga 2T plus psi 2, pardon. Bien sûr, je remplace K2 ici par 2pi sur L. Alors ici, A2 sinus 2pi sur Lx, c'est l'amplitude des particules en une position X. C'est-à-dire ça change avec la position de la particule. Bien sûr, toutes les particules vont aussi à la même pulsation oméga 2, bien sûr avec un certain déphasage. Voilà. Et j'aurai cette forme-là. Alors, comment j'ai obtenu cette forme? Eh bien, tout simplement, j'ai tracé A2 sinus 2pi sur Lx. Vous voyez ici que la période de cette fonction est L, puisque ça s'écrit 2pi sur la période fois x et L. Maintenant, je trace, voilà, je trace sinus, c'est A2 sinus 2pi sur L, voilà, entre 0 et L. Voilà, j'aurai cette forme-là. Voilà. Alors, vous voyez que sur la partie qui s'étend de x égale à 0 à x égale à L sur 2, eh ben, les particules aussi en phase. Voilà. Alors que celles qui existent, qui sont dans la partie qui s'étend de x égale à L sur 2 à x égale à L, eh ben, ils vont aussi dans cette région, toutes les particules vont aussi en phase, mais en opposition de phase avec ces particules-là. Voilà. C'est-à-dire lorsque ces particules vont atteindre le maximum de ce côté-là, les autres particules vont atteindre le maximum, mais de l'autre côté. Voilà. Bien sûr, par moment, on va avoir la corde qui est nulle, le déplacement qui est nul. Et bien, les particules vont continuer leur chemin dans ce sens-là, alors que ces particules vont continuer leur chemin dans l'autre sens. Vous voyez qu'on a deux fuseaux, puisque le mouvement est tellement rapide que, par exemple, dans un laboratoire, vous allez voir cette forme-là. C'est des fuseaux. Voilà, on a deux fuseaux avec deux maximums. Il y a deux particules qui ont un maximum d'amplitude, celle qui est en x égale à L sur 4 et celle qui est en 3L sur 4. Maintenant, pour la particule qui est en x égale à L sur 2, elle va être immobile tout au long de d'oscillation. Eh bien, le nœud est immobile, la particule est immobile, et aussi le nœud ne se déplace pas, il reste en x égale à L sur 2. Vous allez voir que cette particule ne se déplace pas, et le nœud, c'est-à-dire le déplacement nul, ne se déplace pas. C'est une propriété de l'onde stationnaire.
Bien sûr, toutes les particules, bien qu'elles oscillent en opposition de phase, mais elles vont osciller à la même pulsation oméga 2, c'est la pulsation du mode 2, c'est la relation de dispersion, c'est toujours racine carrée de T0 sur mu fois K2, bien sûr K2 c'est 2pi sur L, je remplace V phi par son expression, et voyez que je fais sortir le 2 ici, et bien racine carrée de T0 sur mu fois pi sur L, rappelez-vous, c'est oméga 1, c'est la pulsation du fondamental, du mode fondamental, et bien on trouve que oméga 2, c'est le double de la pulsation fondamentale qui est donnée par 140,50, je rappelle que oméga 1 c'était 60,25 radians par seconde. Ben, dans le mode 2, les particules vont aussi plus rapidement que celles dans le mode 1, avec des amplitudes qui dépendent de la position x de la particule. Bien sûr, il y a des maximums en x égale à L sur 4 et un maximum en 3 L sur 4. Les particules de la corde, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, aussi en phase les unes par rapport aux autres, mais en opposition de phase avec les particules de la corde en x égale à L sur 2 et L. Voilà. Il existe un seul nœud, voilà, un nœud ici. Il est immobile, la particule ici ne se déplace pas de haut en bas. Et deux fuseaux forment de la corde en mouvement entre les deux nœuds. Les deux déplacements nuls en x égale à L et x égale à 0 ne sont pas comptés comme nœuds. Voilà, ces points-là, bien qu'ils soient immobiles, mais on ne va pas les considérer comme des nœuds. Le nœud, c'est juste celui du milieu. Voilà. C'est par convention. Le mouvement de la corde dans un mode de vibration fait que cette dernière est le siège d'une onde stationnaire, pas de phénomène de propagation. Voilà, c'est juste des particules qui oscillent de haut en bas. Voilà, c'est le mode 2. Maintenant, on passe à la troisième solution, c'est-à-dire le troisième mode, et je remplace ici n par 3. Voilà. Voilà, j'aurai K3 égale à 3pi sur L avec une longueur d'onde qui correspond à ce nombre d'ondes, c'est 2pi sur K3 qui est 2L sur 3. Le déplacement de la corde dans le mode 3 est donné par Y3 x de t égale à A3 sinus K3x cosinus oméga t plus psi 3. Bien sûr, je remplace K3 par 3pi sur L cosinus oméga t plus psi 3. Bien sûr, ici, la corde et la longueur d'onde c'est 2L sur 3. Pourquoi? Parce que ici je trace la forme de l'amplitude de la corde dans le mode 3. Comment je dois faire? Eh bien, juste en traçant la fonction A3 sinus 3pi sur Lx. Alors, comme je viens de le voir, vous avez la longueur d'onde, la période c'est 2L sur 3. Bien sûr, vous pouvez la retrouver ici. En multipliant 2 ici, vous aurez 2pi sur 2L sur 3. 2L sur 3. Et bien, c'est cette période-là, 2L, je l'ai divisé par 3 et je multiplie par 2. Voilà, c'est la longueur d'onde. Voilà, bien sûr, on ne peut pas aller au-delà de XL puisque la corde, elle s'étend juste de x égale à 0 à x égale à L. Alors, la ligne en continu, et ben, ça donne là la forme des amplitudes de chacune des particules sur la corde, c'est-à-dire le maximum que peut atteindre chacune de ces particules sur la corde dans le mode 3. Et ben, vous voyez ici qu'il y a deux nœuds. Voilà, un nœud en x égale à L sur 3 et un nœud en x égale à 2L sur 3. Ces deux nœuds ne vont pas se déplacer et les particules ici ne vont pas se déplacer vers de haut en bas. Voilà, ce sont des nœuds. Il y aura 3 fuseaux, voilà, et comme c'est très rapide, vous allez voir cette configuration de la corde. Bien sûr, x égale à 0, x égale à L, il y a toujours des conditions et limites qui sont vérifiées. Voilà, un déplacement nul. Voilà, on ne va pas les considérer comme des nœuds, mais voilà, bien que ce sont des déplacements nuls. Alors, dans le mode 2, on aura 2 nœuds et 3 fuseaux. Bien sûr, les particules entre x égale à 0 et x égale à L sur 3
eh ben, vont osciller en phase avec celles qui sont entre 2L sur 3 et x égale à L. Vous voyez que ces particules vont osciller en phase, alors que les particules entre L sur 3 et 2L sur 3 vont osciller en opposition de phase de ces deux régions-là. Voilà, c'est cette manière avec laquelle les particules vont osciller qui représente le mode 3 ou la troisième solution de l'équation aux dérivées partielles pour une corde continue aux extrémités fixes. Voilà. Alors, la pulsation avec laquelle, bien sûr, toutes les particules sur la corde vont osciller à la même pulsation oméga 3 qui est égale au triple de la pulsation fondamentale qui est égale à 210,75 radians par seconde, bien sûr avec des amplitudes, un maximum en L sur 3, L sur 2 et 5 L sur 6. Voilà, ici j'explique comment les particules dans différentes régions vont osciller. Voilà. Il existe deux nœuds en x égale à L sur 3 et 2L sur 3 et 3 fuseaux. Voilà. Alors on peut continuer comme, de cette manière jusqu'à une infinité. Bien sûr, on ne peut pas le faire, mais juste pour tracer, vous montrer des exemples, des modes de vibration, mais vous pouvez continuer jusqu'à 10, jusqu'à 20, voilà, et en procédant de la sorte. Voilà, alors on vient de dire que la solution, l'équation aux dérivées partielles pour cette corde-là admet une infinité de solutions, mais une infinité discrète, c'est-à-dire des solutions dénombrables. Voilà, c'est pour ça l'équation de mouvement de la corde étant une équation dérivée partielle linéaire, voilà, c'est une propriété très importante. Sa solution générale, mouvement général de la corde, est la superposition de toutes les solutions correspondant chacune à une valeur de k. Voilà, c'est-à-dire que puisque là l'équation aux dérivées partielles est linéaire, eh ben on a trouvé les différentes solutions de cette équation, et ben puisque c'est linéaire, et ben la somme de toutes ces solutions est aussi une solution qu'on appelle une solution générale ou encore un mouvement général d'une corde continue aux extrémités fixes. Il faut faire attention. Bien sûr, je fais la somme sur les solutions yn de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Bien sûr, je remplace yn x de t par son expression, voilà, à n sinus n pi l x cosinus oméga n t plus psi n, avec bien sûr oméga n égale à n fois oméga 1. Voilà, c'est un multiple entier de la pulsation fondamentale. Bien sûr, c'est cet mouvement général. Voilà, on a les oméga, on a les k, mais on a des constantes an et psi n qui sont des constantes à définir par les conditions initiales. Alors il y a deux types de conditions. Alors pour trouver les k et le oméga, on a utilisé les conditions aux limites, c'est-à-dire spatiales. Maintenant, pour trouver les valeurs de an et psi n, eh ben, on doit utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire les conditions à t égale à 0, comment la corde est, c'est-à-dire la forme de la corde à t égale à 0, sa vitesse. On va voir plus tard un exercice qui va nous répondre à cette question-là. Voilà. Alors, il faut retenir cette forme-là, c'est la solution générale du mouvement de la corde libre, bien sûr, elle n'est pas soumise à aucune force extérieure, c'est une corde libre, continue, voilà, aux extrémités fixes, parce qu'on peut avoir d'autres extrémités, c'est ce qu'on va le faire dans le cadre de la question suivante. Mais pour l'instant, c'est cette forme-là, voilà, qui représente
le mouvement général du corde libre continue aux extrémités fixes. Voilà. Alors, juste pour, parce qu'on aura besoin de cette propriété, voilà, c'est très important. Alors, il est utile de noter que les fonctions d'espace correspondant au mode de vibration d'une corde fixée à ces deux extrémités, sinus, voilà cette forme, c'est cette forme-là qui a donné les formes, voilà, des modes de vibration, c'est sinus, voilà, cette forme-là, voilà, cette forme-là, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Eh bien, il a une propriété très importante, sinus nπ sur Lx sont orthogonales les unes aux autres. Alors c'est une propriété qu'on va utiliser après, voilà, on aura besoin. Alors c'est quoi l'orthogonalité des fonctions d'espace? Eh ben, on sait déjà que par exemple deux vecteurs qui sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre, c'est que leur produit scalaire est nul. Et bien pour une fonction, pour deux fonctions, pour que ces deux fonctions sont orthogonales l'une par rapport à l'autre, et bien on va faire le produit de ces deux fonctions, mais avec une intégrale sur une période de cette fonction. Voilà, sur une période, et bien on va faire l'intégrale entre deux fonctions n et m. Appelons que 2 sinus n pi sur Lx sinus m pi sur L fois x égale à, voilà, cosinus n moins m pi sur Lx moins cosinus n plus m p sur Lx. Voilà, puisque ici la fonction, la corde s'étend de 0 à L. Voilà. Alors IMN, c'est une intégrale qui fait intervenir l'indice n et l'indice m. Voilà, je remplace ce produit-là par cette soustraction. Et bien j'aurai, voilà, n demi. Si n égale à m, voilà, vous aurez, si n égale à m, et bien n moins m égale à 0, vous aurez cosinus 0, c'est 1, dx, et bien ça donne L. Par contre, si n, alors on va commencer par cette intégrale-là, voilà, par cette intégrale-là, et bien vous aurez, si n égale à m, voilà, vous aurez l'intégrale égale à L. Maintenant, si n est différent de m, et bien il est facile de vérifier que, voilà, l'intégrale, cette intégrale, voilà. Alors vous avez plus ou moins, voilà, plus ou moins L sur n plus ou moins m, ici on doit avoir le m, pi sinus n plus ou moins m, alors il y a le m ici, c'est pas le n, pi sur Lx entre 0 et L, et ça donne 0. Voilà, c'est-à-dire que ces deux intégrales, voilà, cette intégrale, et bien si on a le n égale à m, et bien ça donne L. Maintenant, si n différent de m, et bien vous aurez, voilà, cette intégrale qui donne cette expression là qui est égale à 0. Vous pouvez vérifier, puisque sinus n plus m fois pi, et bien c'est 0. Pour L, ça saute, et pour le 0, c'est 0. Maintenant, pour le, voilà, c'est-à-dire c'est pour le moins, mais pour le plus, on n'aura pas un 0. C'est pour ça, l'intégrale de n plus m, c'est toujours sinus n plus ou moins m, p sur Lx égale à 0. Cette intégrale, elle est nulle, quel que soit n, la situation de n. Soit n égale à m ou n est différent de m, et bien cette intégrale est nulle. Alors que cette intégrale-là, et bien, à condition que n égale à m, cette intégrale est égale à L. Sinon, elle est nulle, cette intégrale. Voilà. C'est très simple. Alors, c'est comme si on a décomposé, voilà. Je vous prépare pour les exercices qui vont venir.
voilà, c'est comme si on a décomposé le mouvement général de la corde fixée à ces deux extrémités, voilà, c'est cette forme-là, sur une base de fonction d'espace orthogonale. Voilà, c'est comme si on a un mouvement général d'une corde qu'on va la décomposer sur une base de fonction d'espace orthogonale fn de x égale à sinus nπ sur Lx, de telle façon que y de x de t s'écrit sous cette forme, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini a nt fois fn de x. Alors, je vous renvoie par exemple à un vecteur par exemple, que vous décomposez sur une base de vecteurs unitaires, orthonormés bien sûr, orthonormés. Et bien vous pouvez faire l'analogie avec la décomposition d'un vecteur sur une base orthonormée. Sauf que ici, la base, c'est pas des vecteurs, mais c'est des fonctions fn de x. Voilà, et on vient de voir que ce sont des fonctions orthogonales, voilà, entre elles. Et dans les composantes, c'est-à-dire comme si on a un vecteur avec une base fn de x et les composantes, voilà, qui correspondent à chacune des fonctions, c'est an de t égale à an cosinus oméga nt plus phi n qui varie dans le temps. Voilà, c'est de cette manière qu'on peut voir le mouvement général de cette corde continue libre aux extrémités fixes. Voilà. Merci.